À la veille d'une course, à quelle catégorie appartenez-vous? Est-ce que vous faites partie de ceux qui vont taper leur meilleure nuit avant le grand jour, ou est-ce que vous faites plutôt partie de ceux qui vont avoir du mal à trouver le sommeil? La petite boule au ventre, les pensées envahissantes, le stress qui monte. L'approche d'une course n'a pas le même impact sur tout le monde. Alors comment faire pour que ça impacte le moins possible notre performance? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons posé la question directement sur la communauté du campus. Alors je stresse, tu stresses, il stresse, nous stressons, vous stressez, il stresse. Comment conjuguer ce stress avec une course en compétition? C'est le sujet de cet épisode 17 du Grand Débat. Si vous avez stressé avant une course, je peux commencer par vous rassurer tout de suite, 99% des participants à ce débat disent stresser eux aussi avant une course. Au moins un petit peu. Et c'est la réalité de ce que je peux même moi observer sur le terrain. La quasi-totalité des coureurs stressent, moi inclus. Un petit nœud à l'estomac, la difficulté à dormir la veille, pas envie de manger, les jambes un peu faibles. Ça vous parle, je suis sûr, c'est normal, on est tous pareils. Ce qui ressort donc d'abord de ce débat, c'est que la plus grande différence, ça ne semble pas être entre ceux qui ressentent du stress et ceux qui n'en ressentent pas, mais plutôt ceux qui se laissent envahir par le stress et ceux qui arrivent à bien vivre avec, voire à le comprendre pour s'en servir. Parce que oui, pas de mystère là-dessus, se laisser envahir totalement par le stress, ça va impacter votre performance. Cependant, si on va un peu plus profondément dans vos échanges, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. Le niveau de stress ressenti par le même individu dépend de l'importance qu'il donne à sa course. Une course-sonne avec les copains, ça va tranquille. Une tentative de PR après 6 mois assidus à l'entraînement, tout de suite ça va beaucoup moins tranquille. Et ça, c'est une première piste intéressante. Il semblerait que plus il y a de déséquilibre entre vos compétences perçues et la difficulté de l'obstacle auquel vous faites face, plus vous allez stresser. Plus le résultat vous paraît incertain. Et plus sa réussite vous paraît importante, plus vous serez anxieux. À partir de là, on comprend pourquoi l'un des premiers leviers que beaucoup activent, c'est celui d'améliorer les compétences perçues en valorisant leur préparation. Vous avez fait votre préparation, vous l'avez bien faite, c'est très bien. Mais en avoir vraiment et profondément conscience, c'est encore mieux. Comme le dit Yves, 80% du boulot est fait quand vous arrivez le jour J. Je dirais même peut-être un peu plus. Le second levier, c'est celui de mieux maîtriser la difficulté de l'obstacle. Et pour ça, à travers vos débats, vous avez proposé plusieurs solutions. Certains suppriment totalement l'objectif. Ils relativisent, ils ne se fixent pas d'objectif de temps et ils se ressentent uniquement sur le plaisir de courir et le plaisir d'être en forme pour le faire. D'autres, peut-être un petit peu plus compétitifs, eux, ils veulent pas totalement abandonner le chrono. En revanche, ils vont arrêter d'aller chercher le record personnel à tout prix sur toutes les courses. Et ils vont plutôt utiliser une fourchette de chrono, allant d'un chrono dont ils seront, on va dire, satisfaits sur un mauvais jour, jusqu'à le meilleur chrono, le plus haut possible sur un jour de grâce. Ça permet d'avoir un objectif A, B ou C et d'adapter en fonction de ce qui se passe le jour J. Le problème de viser tout le temps le A, c'est qu'on réduit nos probabilités de réussir. Pour ce qui est maintenant du stress lié à l'importance qu'on donne à l'objectif, en tant qu'amateur, François a raison, on ne joue pas nos carrières sur les courses. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ça nous permet de relativiser. Le seul à qui réussir un chrono importe vraiment en réalité, c'est nous-mêmes. Personnellement, pour donner un peu moins d'importance au chrono sur une course, ce que je fais, c'est que je revalorise ma progression à l'année plutôt que mon chrono sur le jour J. Je peux rater une course et pourtant savoir pertinemment que j'ai progressé à l'entraînement. Ce qui rend la notion d'échec beaucoup plus relative. Et un record personnel, on est d'accord, ça fait plaisir. Mais si ce n'est pas sur cette course, ça sera sûrement sur la prochaine. Quand on a une démarche long terme, les courses ne sont qu'un jalon ponctuel sur une progression globale. Mais si c'est la progression qui compte à mes yeux, pourquoi faire des courses à ce moment-là? Nous, on nous dit qu'elle connaît des gens qui refusent de participer à des compétitions à cause du stress que ça engendre. Et est-ce qu'ils n'auraient pas raison après tout? Si je stresse quand j'y vais, juste je n'y vais plus, et je stresse plus. Et si elle était là la vraie leçon qu'on peut retirer en tant qu'amateur d'une course? L'entraînement demande de la discipline, participer à une course demande du courage. On est obnubilé par le chrono au point d'en oublier que le fait même de participer nous permet de devenir quelqu'un de plus compétent. Je disais juste avant que l'une des causes de l'anxiété, c'était lié au caractère incertain de l'objectif. Un chrono, ça reste incertain, même si on met toutes les chances de notre côté évidemment. En revanche, le fait d'avoir le courage de vous présenter le jour J et de dire « je vais donner le meilleur de moi-même ce jour-là », ça personne ne pourra vous l'enlever. Que vous couriez votre 10 km en 30 minutes ou en 1h20, que vous soyez dans un bon jour ou dans un mauvais jour, ça c'est déjà dans la poche et c'est pas rien. Pour finir sur le caractère d'incertitude qui génère du stress, vous avez été extrêmement nombreux à souligner qu'abaisser le niveau d'incertitude non pas sur l'objectif en lui-même, mais autour de l'événement, ça permettait aussi d'être beaucoup plus serein. Ce qui paraît assez logique en réalité maintenant que vous le dites. Et pour ça,
Pas de secret, hein, c'est vous qui le dites, ça passe par de la planification, par des listes de tâches, par des listes de matériel, de l'organisation en amont et donc de la prévoyance. Vous avez aussi beaucoup parlé de lâcher totalement prise sur les éléments que vous ne contrôlez pas. Il n'y a pas plus incertain que quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ne pas oublier ses épingles à nourrice, ça c'est contrôlable avec une liste. Vouloir une température de 8 degrés, du soleil et pas trop de vent, ça je pense qu'on peut rien y faire. Donc acceptez-le et revoyez vos exigences en fonction si nécessaire. Voilà, c'est tout pour ce grand débat. Si vous voulez creuser un peu plus en profondeur ce sujet, n'oubliez pas qu'il y a, pour nos abonnés, une section préparation mentale sur la communauté du campus avec des experts qualifiés et compétents pour vous aider. Sinon, comme d'habitude, pour participer au prochain grand débat, ça se passe aussi sur la communauté du campus. Puis si vous voulez continuer à débattre sur celui-ci, ça se passe en commentaire de cette vidéo. Cela étant dit, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du grand débat. J'arrête de chanter là.